Donc maintenant que nous avons appris à représenter les vecteurs et les applications linéaires par des matrices, nous allons voir comment le calcul matriciel peut être interprété en calcul vectoriel et en calcul sur les applications linéaires. Donc on va commencer par le produit d'une matrice par une matrice colonne. Donc on se donne A une matrice quelconque, rectangulaire, N ligne et P colonne. Ensuite on se donne une matrice colonne grand X, et on veut pouvoir faire A fois X, donc il faut supposer que si A a P colonne, il faut supposer que X a P ligne. Donc le produit AX est défini, et il a N lignes. Donc la définition de la matrice colonne AX est ici, c'est-à-dire que la IM ligne de AX, c'est la somme des AIK fois XK. Alors le théorème fondamental est le suivant. Donc si on se donne une application linéaire f de E vers f, x un vecteur de E et y un vecteur de f, qui sont matriciellement représentés par grand A, une matrice rectangulaire, x et y des matrices colonnes, alors dire que y est égal à f de x, c'est équivalent à dire que grand Y c'est A fois x. Donc en fait, multiplier une matrice colonne par une matrice, c'est calculer l'image d'un vecteur par une application linéaire. Donc voyons la démonstration. Donc on se donne une application linéaire petit f, de E vers f. On se donne B, une base de l'ensemble de départ, donc des vecteurs E1 jusqu'à EP. Et C, une base de l'ensemble d'arrivée, donc des vecteurs ε1 jusqu'à εn, E de dimension P, F de dimension n. On se donne aussi x un vecteur de E et y un vecteur de f. Donc on représente f, x et y par des matrices. Donc A, c'est la matrice de f par rapport aux bases B et C. On note A et J ses coefficients. Grand X, c'est la matrice de x dans la base B. On appelle x1 jusqu'à xp ses coefficients. Grand Y, c'est la matrice de y dans la base C. On appelle y1 jusqu'à yn ses coefficients. Et donc on va montrer que y égale f de x si et seulement si grand Y égale A fois grand X. Donc on va un peu traduire ce que veulent dire toutes ces notations. Donc dire que petit x est représenté par grand X, ça veut dire que petit x, c'est la somme des xj, ej. Idem avec les y. Ensuite, on a une formule pour x, on va évaluer f en x, donc ça fait f évaluant cette somme, et comme elle est linéaire, ça fait somme des xj, f de ej. Mais l'application linéaire f est représentée par une matrice grand A avec la base B au départ. Donc les vecteurs f de ej, leurs coordonnées, ce sont la jm colonne de la matrice A. C'est-à-dire que pour tout j, f de j, c'est la somme des aij epsilon i. Donc on le réinjecte ici, on arrive à cette formule qui donne f de x. Ici, on distribue xj à l'intérieur, puisqu'ici on a une multiplication. On arrive là. Ici, on enchaîne deux signes somme qu'on peut permuter d'après le théorème de Fubini. Donc on arrive ici. Et dans la somme entre parenthèses, on regarde si on peut mettre quelqu'un en facteur. L'indice de sommation est la lettre j, donc on peut mettre epsilon i en facteur. Comme epsilon i est un vecteur et que ceci est un scalaire, en fait on met epsilon i en facteur à droite. Donc on le sort des parenthèses. Et on arrive ici. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que là on a calculé les coordonnées du vecteur f de x dans la base epsilon1 jusqu'à epsilon n. Ces coordonnées sont les parenthèses qui sont là. Donc ça, ce sont les coordonnées de f de x. Au-dessus, on a calculé les coordonnées de y, qui étaient les yi. Et donc ensuite, y égale f de x par unicité des coordonnées dans la base c. Ça veut dire que les coordonnées sont égales, donc que pour tout i, yi est égal à ceci. Et yi, c'est la im ligne de y. Somme des aij xj, c'est le coefficient de la im ligne de la matrice AX. Donc comme c'est vrai pour tout i, les matrices colonnes là ont les mêmes lignes, donc ce sont les mêmes matrices colonnes. Donc on a bien montré que y égale f de x, si et seulement si grand y égale à x. Alors si on remplace y à x par leurs définitions qui sont ici, on a donc montré cette jolie formule. Donc la matrice de f de x est obtenue en multipliant la matrice de f par la matrice de x.
Alors on en déduit un deuxième résultat, qui est très important, sur les matrices. Donc on se donne deux matrices de même taille. Alors premier résultat, c'est que A est égal à B, si et seulement si, pour toute matrice colonne grand X, AX égale BX. Donc on va essayer de comprendre ce résultat. Alors si A égale B, en multipliant par X, il est bien sûr évident que pour tout X, on a X égale BX. Donc de gauche à droite, on n'a rien appris. Donc voyons voir de droite à gauche. Alors de droite à gauche, on suppose que AX égale BX. Est-ce qu'on peut en déduire que A égale B? Donc on a vu que la réponse est non. Le produit matriciel n'est pas intègre. Donc quand AX égale BX, on ne peut pas simplifier par X pour en conclure que A égale B. Même si X est non nul, on n'a pas le droit de simplifier par X. Alors si vous avez bonne mémoire, je peux simplifier par X quand X est une matrice inversible, puisqu'en fait je multiplie des deux côtés par X puissance moins 1. Mais ici c'est totalement absurde, puisqu'une matrice inversible est par définition une matrice carrée. Or là, les X sont des matrices colonnes. Vous pouvez d'ailleurs noter que pour les matrices rectangulaires ou carrées, on prend les premières lettres de l'alphabet, A, B, C, D. Et pour les matrices colonnes, on va essayer de prendre grand X, grand Y et grand Z, justement pour essayer de ne pas se tromper. Une matrice colonne ne pourra pas être inversible. Donc, quand j'ai AX égale BX avec X une matrice colonne, je ne peux jamais simplifier par X. Alors qu'est-ce qui fait que le résultat fonctionne? Le résultat fonctionne car AX égale BX, c'est vrai pour tout X. Donc ce qui est très important, c'est le quel que soit en fait. Si c'est vrai pour tout X, alors oui, je pourrais conclure que A égale B. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est une histoire de quantificateur. Alors en particulier, si je prends B qui est la matrice nulle, j'obtiens que A est la matrice nulle si et seulement si, quand je la multiplie par n'importe quelle matrice colonne, je trouve toujours la matrice colonne qui est nulle. Donc là aussi, petite difficulté. Ça peut vous faire penser à ce résultat qu'on a vu dans le chapitre de calcul matriciel. A est inversible si et seulement si pour toute matrice colonne grand X, AX égale 0 implique que X était la colonne nulle. Alors ça ressemble, mais ce n'est pas du tout pareil. Ici, on dit que AX égale 0 n'est vrai que pour X égale 0. Dans ce cas-là, A est inversible. Donc il n'y a qu'une seule solution. Ici, on dit que X égale 0 est tout le temps vrai. Et donc là, ça donne que A est la matrice nulle. Donc si c'est tout le temps vrai, la matrice est nulle. Si cela marche que pour X égale 0, c'est que A est inversible. Et puis si ça marche de temps en temps, mais pas tout le temps, c'est que la matrice n'est ni inversible, ni nulle. C'est un cas général. Donc on va voir la démonstration de ce résultat. C'est le corollaire 7. Donc on fixe deux matrices de même taille. Alors l'implication de gauche à droite, on l'a déjà dit. Si A égale B, en multipliant par X, on a bien AX égale BX. Donc ça c'était évident. On fait la réciproque, on suppose que pour tout X, AX égale BX, et on veut montrer que A égale B. Donc là je vais vous proposer deux démonstrations, pour que vous compreniez bien ce que va apporter ce chapitre 19. Donc la première démonstration va représenter sur la notion de représentation matricielle, c'est-à-dire que notre formule AX égale BX, on va l'interpréter comme une formule avec des applications linéaires, faire une preuve avec des applications linéaires, et revenir aux matrices. Et puis ensuite, on donnera une preuve par calcul matriciel, qui marche aussi, mais qui sera plus technique et qui va utiliser plus d'indices, peut-être qui sera plus indigeste, où on ne va pas vraiment comprendre ce qu'on fait. Donc voyons la preuve avec les représentations matricielles. Alors on appelle F et G les applications linéaires canoniquement associées à A et B. C'est-à-dire c'est les plus simples possibles. Donc on ne va pas écrire à chaque fois ce que ça veut dire, mais ici on va le réécrire parce que c'est la première fois. Donc c'est-à-dire que comme A et B ont n lignes et p colonnes, eh bien on se donne la base canonique de k puissance p. Ensuite on se donne la base canonique de k puissance n. Et donc F est l'application linéaire de k puissance p vers k puissance n représentée par A dans les bases canoniques. Et G est l'application linéaire de k puissance p vers k puissance n représentée par B dans les bases canoniques. Donc il faut apprendre que cette phrase
veut dire toutes ces notations-là. C'est quand même assez compliqué. Alors ensuite, si on fixe x quelconque dans K puissance P, on appelle grand X la matrice colonne qui le représente dans la base canonique. Alors on a supposé ici que x égale bx, c'était vrai pour tout x. Donc c'est vrai pour ce choix-là de grand X. Donc on a a fois grand X égale b fois grand X. Alors d'après le théorème 6, si grand X représente petit x et que grand A représente f, AX est la matrice représentative de f de x. Et pareil ici, c'est la matrice de g de x. Donc par unicité des représentations matricielles, f de x est égal à g de x. Et comme x était quelconque dans K puissance P, donc ici c'est pas E, c'est K puissance P, c'est vrai pour tout x. Et si pour tout x on a f de x égale g de x, c'est que f égale g. Et si les applications linéaires sont égales, elles ont la même matrice, donc la matrice A est égale à la matrice B. Donc c'est ça qui est très important. Ax égale bx, il faut le voir comme f calculé en x est égal à g calculé en x. Alors la version calcul matricielle, donc on utilise les vecteurs, les matrices EJ, donc qui ont tous les coefficients qui sont nuls, sauf le JM qui vaut 1. Donc J va de 1 à P. Alors on a supposé que pour toute matrice colonne AX égale BX, donc c'est en particulier vrai pour les matrices EJ. On a tout pour J, pour tout entier J entre 1 et P, A fois EJ qui est égal à B fois EJ. Et là, il faut se rappeler que la particularité de ces matrices, c'est que A fois EJ, ça fait la jème colonne de A. Et B fois EJ, ça fait la jème colonne de B. Donc là, on a écrit que pour tout J, la jème colonne de A est égale à la jème colonne de B. Donc A et B ont exactement les mêmes colonnes. Donc ce sont les mêmes matrices. Donc là, on voit que la preuve marche bien, mais on comprend moins ce qu'on a voulu faire. Et donc le petit 2, il suffit de prendre B, qui était la matrice nulle, et le résultat découle immédiatement. Donc ceci termine la démonstration. Alors, une autre application de ce théorème, c'est qu'il permet de trouver l'expression analytique d'une application linéaire. Donc ça, c'est un problème qu'on a déjà vu. Si on revient en arrière, à cet exemple ici, on avait appris de passer de cette matrice à cette expression analytique. Mais c'était un petit peu long. Donc là, on va voir une nouvelle méthode, un peu plus efficace, qui va expliquer qu'en fait, on voit que x plus z, on pouvait le lire ici, et 2x plus y plus z, on pouvait le lire ici. Donc là, on vient d'expliquer ça avec notre théorème. Donc, je prends une autre matrice, je prends une matrice carrée de M3 de R, et j'appelle F l'application linéaire canoniquement associée. Alors comme ma matrice est carrée, F est un endomorphisme, comme il y a 3 lignes, 3 colonnes, c'est dans R3. Et donc comment je fais pour trouver l'expression analytique de F? Eh bien, je prends un vecteur de R3, donc x, y, z. Ces coordonnées dans la base canonique, ce sont encore x, y, z, puisqu'on est dans la base canonique. Donc je les mets en colonne. Et d'après ce théorème, si je fais A fois x, y, z en colonne, ça donne la matrice de f de x, y, z. Donc, je fais A fois x, y, z en colonne, j'obtiens ceci. Et ceci, c'est la matrice représentative du vecteur f de x, y, z. Et comme je suis dans la base canonique, les coordonnées sont égales aux composantes, donc j'ai juste à les réécrire. Donc en fait, en faisant A fois x, y, z en colonne, j'obtiens une autre matrice colonne, et si je la remets en ligne, j'obtiens f de x, y, z. Donc là, c'est une matière assez rapide de passer de ceci à ceci. Alors avec des polynômes, donc je prends cette matrice qui a 2 lignes et 3 colonnes. Donc elle représente une application linéaire d'un espace de dimension 3 vers un espace de dimension 2. Je prends R2 crochet X et R1 crochet X avec les bases canoniques.
Donc je veux trouver son expression analytique. Alors je prends un polynôme P de R2 crochet X, donc il s'écrit comme ceci. Donc dans la base canonique de R2 crochet X, les coordonnées de P, comme on est dans la base canonique, les coordonnées sont les coefficients. Donc les coordonnées de P, c'est ABC. Je multiplie A par les colonnes de coordonnées, j'obtiens ceci. Eh bien, le résultat, ce sont les coordonnées du polynôme f de P. Et comme on est aussi dans la base canonique à l'arrivée, les coordonnées sont égales au coefficient. Donc f de P, c'est A moins B plus C fois 1 plus moins A plus B moins C fois grand X. Donc on voit que je suis passé un peu plus rapidement de ceci à l'expression analytique.